on le fera autant vers le Niger, vers le Burkina, etc., etc., etc. Le Togo également. Ceci est vrai pour les voies, les autoroutes que nous prévoyons d'ailleurs depuis Lagos jusqu'à, qui va passer par Accra, Côte d'Ivoire. Nous sommes en train d'échanger au sein de notre sous-région pour ça, au sein de la CEDEAO. J'avais parlé du chemin de fer, il faut que je parle de cette boucle régionale, c'est-à-dire Abidjan, Bobo, Niamey, Parakou, Cotonou. Ça, c'est un nouvel axe, ça. Sans compter la réhabilitation de Cotonou-Parakou, qui doit être immédiate. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Les autres secteurs, c'est la même priorité. Je suis en train de vous dire, nous ne devons pas absolument vous abandonner. Nous sommes en train de travailler dans le secteur de l'électrification. Nous avons dit, d'ici 2 ans, par la grâce de Dieu, le Père Céleste, nous allons électrifier les 2/3 de nos villages. Nous sommes en train de placer, vous voyez les poteaux un peu partout, les fils un peu partout. Ça se fera par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Mais, comme j'ai coutume de le dire, si vous avez la voiture, pour rouler, ça ne suffit pas si vous n'avez pas du carburant. Donc, l'énergie. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. 90% de l'énergie que nous consommons aujourd'hui vient du Ghana et du Nigeria. Le président du Ghana sera à Cotonou lundi prochain. Rien que pour ça, pour que nous parlions de ça. Pour que le Ghana puisse accroître la quantité d'énergie qu'il va nous donner. Le Nigeria bientôt va venir également. Mais ça ne suffira pas. Il faut que nous-mêmes, nous ayons notre potentiel pour organiser notre indépendance énergétique. L'énergie. Il faut qu'on ait l'énergie j'allais dire, dans toutes vos maisons, dans les ménages. Non seulement pour la consommation domestique, mais encore, je dis bien, mais encore, pour le secteur productif. Les privés qui veulent produire et qui ont besoin de l'énergie également. Si vous avez l'électricité dans les différentes communes, il peut y avoir la relance de l'entrepreneuriat local. La transformation, le forgeron, producteur de glace, etc. Des micro-activités qui vont se développer pour donner vie dans toutes nos communes. Donc, c'est pourquoi nous voulons le faire. Alors, notre indépendance énergétique doit être organisée. Nous avons 3 grands projets aujourd'hui. Vous avez le barrage hydroélectrique, à Ketou bis, Dogon bis, n'est-ce pas? Ça fait environ 130 mégawatts. Les travaux vont bientôt démarrer. Nous sommes en pleine discussion. Les documents seront transmis à l'Assemblée nationale. Nous avons un autre projet, 2 centrales thermiques. Une sur financement des Iraniens, autour de 36 mégawatts. Une autre centrale sur financement de la Banque islamique de développement, près de 400 mégawatts. Nous allons continuer comme ça, pour que nous puissions organiser notre autosuffisance énergétique. Mes chers parents, voilà ce que je tenais à vous dire. L'accès à l'eau, je crois nous sommes là-dessus. Si vous prenez tout ça, nous avons prévu un grand rendez-vous dans 900 jours à New York. Le monde entier, tous les chefs d'État de tous les pays du monde entier, chacun va se prononcer sur ce qu'il a fait pour son peuple. En tout cas, pour ce que son pays a fait. Que ce soit la pauvreté, que ce soit les questions de l'école, l'éducation, les questions de la santé, les questions du rôle de la femme,
les questions de l'accès à l'eau, les questions de l'accès, comment nous avons, chaque pays s'est engagé, ou qu'est-ce qu'il a pu faire pour réduire le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité maternelle, pour lutter contre les pandémies que nous appelons le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, etc., etc. Donc, pour toutes ces questions, et comment nous organisons nous-mêmes, comment nous avons pu faire pour que, si c'est le Bénin qui parle, qu'est-ce que le Bénin a pu faire pour absolument asseoir un partenariat ou être intégré dans le partenariat mondial pour une meilleure gouvernance des affaires de notre planète. Donc, nous ferons le bilan de tout ça. Au total, comment chacun de nous a travaillé pour que ces citoyens soient heureux, pour que la sécurité humaine soit assurée. Qu'est-ce que, par exemple, ce jour-là, à 900 jours, j'ai pris Dieu qui me donne l'occasion d'aller dire, en matière de sécurité humaine, voici ce qui a été fait avec vous. Voilà ce que je tenais à vous dire. Vous m'avez parlé du second point, vraiment, je ne voulais pas moi-même en parler. Et j'aimerais que la presse puisse relayer ça. Je ne voulais pas en parler. Mais ce que je veux vous dire, mes chers parents, ce que je tiens à vous dire, là où vous m'avez... Moi, là, et c'est très important pour moi, je ne vais jamais vous trahir. Jamais. Ma conviction religieuse est déjà au rendez-vous. J'aime tellement mon pays, j'aime tellement les Béninois, tellement les Béninoises, si bien que lorsqu'on vient vous dire que je suis en train de poser un acte contre vous, dites non. Ce monsieur-là, non. Est-ce que vous voyez? Notre constitution, je ne voulais pas répondre parce que si je ne vous réponds pas, ça veut dire que je vous manque d'égard. C'est vous que je ne vous ai pas respecté. Puisque c'est vous qui avez parlé de ça. Depuis que j'ai introduit ça, j'ai arrêté d'en parler. Chacun n'a qu'à comment dirais-je, se prononcer là-dessus. Je suis venu en 2006. C'est ce que vous avez décidé en 2006, mes chers parents. Dieu est passé par vous. Déjà en 2008, je dis bien en 2008, en voyant, nous avons fait les premières élections. C'était les législatives en 2007. J'ai observé et j'ai vu qu'on a eu du mal. On a eu du mal à organiser. Si on continue comme ça, nos élections risquent d'être violentes. Pour mettre en place ce que nous appelons la Sénat, c'est toute une histoire. C'est des calculs politiciens, de politique politicienne. Oh, nous avons du travail. Nous avons la question, j'allais dire, l'obligation de créer les conditions pour qu'on ait la paix et que chacun puisse, sur le sens de responsabilité, pour que chacun se prenne en charge dans un environnement stable. Donc après, lorsque j'ai vu tout ça, j'ai aussi observé quelque chose. Je viens de vous parler des difficultés que nous avons pour organiser nos élections. Donc, ce qui est de nature à remettre en cause la paix dans notre pays. Deuxième question que j'ai observée. Je vais simplifier, mes chers parents. Si nous ne réglons pas la question de la lutte contre la corruption, mes chers parents, si nous ne luttons pas, on ne trouve pas une solution à cela, on n'ira jamais, jamais à l'élimination de la pauvreté.
Voilà les deux éléments essentiels qui m'ont guidé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque nous sommes convaincus que notre constitution, je ne veux pas offusquer les respectables et honorables ou d'autres dignitaires responsables de nos confessions religieuses. Notre constitution, je simplifie en disant, c'est comme notre Bible, c'est comme notre Coran, etc. Je m'en félicite. Mais, donc j'ai retenu que tout ce qui est dans cette constitution-là, n'est-ce pas, elle doit être respectée. A un caractère tabou. Ça doit changer notre vie. Et pourquoi je dis c'est ça? J'ai appelé les dignes fils de notre pays, dont la compétence est reconnue au-delà des frontières. Vous avez le professeur Anzo, Grelin, je crois, professeur Olo, Robert Dessous, Madame Poyon, qui a dirigé d'une main de comment dirais-je, de maître, j'allais dire, avec un professionnalisme sans limite, notre cour constitutionnelle, à l'époque. N'est-ce pas? La première, d'ailleurs. Donc, voici les sommités qui ont travaillé, mes chers compatriotes. Je les ai installés. Et je leur ai dit, mon discours est là. Vous pouvez explorer, voici mes préoccupations, moi. Comment consolider la paix et que les élections soient des occasions de joie pour nous. Un. De deux, comment faire en sorte que nos ressources soient bien conservées et puissent être utilisées pour faire les routes, favoriser l'accès à l'eau de nos chers parents, les écoles, les centres de santé, etc., etc. Faites tout, puisque c'est notre Bible, notre Constitution. Après, nous allons voir. Faites tout, intégrez ça dedans. Mais attention, ne touchez pas, j'allais dire, à la règle d'or. Il y a la règle d'or. La règle d'or, c'est ce que nous avons appelé les fondamentaux de notre conférence nationale. Et au cœur de ces fondamentaux de notre conférence nationale figure la règle d'or, c'est-à-dire le président de la République est élu au suffrage universel, direct, il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, l'article 42. Nul ne peut diriger notre pays au-delà de 2 mandats présidentiels. C'est ça. C'est dans notre constitution aujourd'hui. Il a dit, mais les propositions, les retouches que vous voulez faire ne doivent pas toucher ce point-là. Ne doivent pas toucher ce point. Ça ne doit pas toucher ce point. Je ne voulais pas m'exprimer, c'est vous qui m'obligez maintenant. J'écoute les uns et les autres. J'écoute les uns et les autres. Mais ce que j'ai posé, moi, je ne regrette pas. Peut-être qu'il y a quelques commentaires à faire au niveau de la forme. C'est possible. Mais je vous ai dit depuis 2008. Ça vous dit quelque chose? Et ce comité a saisi tout le monde, je vous le jure. Les institutions de la République, pour dire d'envoyer les propositions. Les centrales syndicales, il y en a qui s'agitent aujourd'hui et qui disent peut-être ils ne savent pas. Les centrales syndicales, la société civile, tous, ils étaient informés. Ils ont pris part. Vous voyez, leur réponse, si vous voulez, toutes leurs contributions ont été reçues par
ce comité. Et ce comité a été présidé par l'ancien ministre Topano, qui était garde des Sceaux à l'époque. Ils ont travaillé, ça n'a pas été facile en leur sein. Mais ils sont entendus à un moment donné. Il s'est posé à nous, à vrai dire que moi j'ai retenu à mon niveau. À mon niveau. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont fini, il faut que le comité fasse le tour du pays pour exploiter. Bon. Il y a une voix qui dit non, il vaut mieux envoyer à l'Assemblée pour que l'Assemblée s'en occupe puisque c'est le cœur de notre démocratie. Bon. Cette tendance a prévalu. Mais déjà, au niveau de la rédaction, déjà, tout le monde est informé. Tout le monde est informé. Et les institutions ont envoyé leur contribution. Mais les holos ne sont pas n'importe qui. Hanzo est dedans. Il y avait peut-être un seul point. Un seul point. Parce que mon cher grand frère Hanzo, quand je l'écoute, je dis, bon, ben, je crois que c'est la vitalité de notre démocratie. J'ai entendu, il a dit, pourquoi le travail que lui a fait, qu'ils ont fait, pourquoi le tout n'a pas été envoyé? Ça ne se fait pas comme ça. C'est un gouvernement qui vous réunit, qui dit, réfléchissez sur tel point, sur tel point. Dès lors que vous n'avez pas touché l'article 42, eh bien, mais le gouvernement sait ce qu'il cherche. Nous avons dit, entre autres, il y a ce qui est important, ce qu'on appelle innovation. Innovation, ce qui est essentiel à cela. À l'époque, je me souviens bien, Balladur, excusez-moi, le président de la France, Sarkozy, avait installé une commission appelée la commission Balladur, l'ancien Premier ministre. La commission Hanzo a été installée, je vous le jure, 2 semaines après l'installation de la commission Balladur par le président Sarkozy. Je me souviens très bien. Toujours sur la Constitution. Mais la commission Balladur a remis son rapport au gouvernement. Le gouvernement Sarkozy a retenu ce qui lui paraît essentiel. Et selon leur procédure constitutionnelle, ils ont une structure qu'ils appellent le Congrès, auquel siègent les députés, les sénateurs, etc., pour décider. Mais ce n'est pas tout le document préparé par Balladur que le président Sarkozy ou le gouvernement Sarkozy a envoyé au Congrès en passant par le Parlement. Bon, je crois, je voudrais rassurer mon grand frère Hanzo sur ça. Mieux, le second point, je crois, parce que je vais vous dire la vérité, qui se sont fait des choses, c'est de dire il faut que les magistrats élisent leur président, le président de la Cour suprême. Là aussi, ça a été un débat. Mais en leur sein encore, vous avez des hommes de qualité qui ont dit non, ça ne se fait pas comme ça. Le poste de président de la Cour suprême, ce poste-là est un poste politique. Il faut lui donner une légitimité. Il doit être nommé par un organe qui a une légitimité. C'est-à-dire celui qui est élu, soit dans une circonscription donnée, celui qui est élu, soit par tout le peuple béninois. Et c'est ça qui se fait partout dans le monde. Le président de la Cour suprême est nommé par ceux-là qui ont leur légitimité. Aux États-Unis, le président propose, le Congrès, le Sénat valide. En France, c'est le président, etc. Donc, à ce point, il crée le problème de mon grand frère Hanzo. La réponse qui lui a été donnée, c'est de dire, lui, il a dit, pourquoi alors les membres de la Cour constitutionnelle élisent leur président? L'explication leur a été donnée. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 membres de la Cour constitutionnelle. 4 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale, c'est des députés.
ils ont double légitimité. Un, ils ont été élus députés, même si c'est dans une circonscription électorale. Deux, quelqu'un qui est membre du bureau de l'Assemblée nationale, il a été élu par la plénière des députés. Donc, ça fait que, sur la base de double légitimité, le législateur dit qu'il faut que le bureau de l'Assemblée propose 4 personnes. Le président de la République, élu au suffrage universel au niveau national, propose 3 personnes. Donc, les 7 sont fondés pour élire leur président. Donc, voici en quelque sorte les 2 points qui avaient posé problème à un moment donné. Et ils ont trouvé en leur sein la solution. Alors, on en était là. Le rapport a été envoyé à l'Assemblée nationale en 2009, sauf erreur de ma part. Le projet de décret qui accompagne le projet donc, a été envoyé à l'Assemblée nationale en 2009. Mais à l'époque, tous ceux-là qui parlent aujourd'hui étaient là. Ils étaient là, je vous jure. Mais ils n'ont pas dit qu'on veut créer une nouvelle république ou que le président voulait rester. Qu'est-ce qui a été retenu? Lorsqu'on a envoyé, pour améliorer encore, bien avant, après ça, on a mis encore une autre commission, appelée Nyonofu, où il y a encore les hauts cadres des cadres compétents, à Ivor, etc., qui sont de jeunes constitutionnalistes. Ceux-là, quand ils parlent de ça, c'est leur domaine. Ils ont travaillé là aussi. Bon, en conclusion, c'est que ce rapport est déposé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Encore une fois, parce que ce qui nous réunit doit être plus important que ce qui nous divise. Rien ne doit nous diviser. Ce qui se passe aujourd'hui. Mon grand souhait est que ce soit des débats, vous voyez, des projets de société paisibles, pas d'injures. Pas d'injures. Nous sommes les mêmes. Tout le monde est propriétaire du Bénin. C'est d'abord Dieu qui est propriétaire, mais tout le monde. Donc nous devons nous parler avec la courtoisie, le respect. Ce qui a été retenu, c'est ce que je vous ai dit. Nous avons, disons dit, lorsqu'on s'est retrouvé au niveau de l'UEMOA, c'est un ensemble. Tous les pays qui utilisent en Afrique de l'Ouest le franc CFA. En discutant avec nos partenaires qui nous donnent l'argent, ils ont dit, nous voulons que vous ayez ce qu'on appelle la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'un matin, une structure totalement indépendante, qui n'a peur de personne, pas même du président de la République, indépendante, qui décide de dire, peuple béninois, voici comment votre argent est utilisé. Mais si c'est bien utilisé, il va vous dire. Si c'est mal utilisé, il va vous dire. Ou j'allais dire, elle va vous dire, puisque je parle de l'institution. Une institution qui soit capable de voir comment les fonds publics, l'argent de tous les Béninois est utilisé. Voilà le premier point. Pour que cette institution soit solide et très respectable, il faut qu'elle soit créée, elle soit une institution de notre Constitution. Une institution reconnue qui fasse partie des institutions de notre Constitution. C'est la première proposition, ça. C'est pour renforcer la démocratie, oui ou non? Voilà. Le deuxième point, c'est le problème du Sénat, là. Et puis,
avant d'aller à ce deuxième point, sur la Cour des comptes. On pouvait en faire une loi, comme certains le disent. Mais une majorité peut balayer une loi. Aujourd'hui, c'est une juridiction à la Cour suprême, on appelle la Chambre des comptes, qui est là, qui joue ce rôle. Aujourd'hui, au moment où moi j'arrivais en 2006, cette Chambre des comptes n'avait pas audité les comptes, comment dirais-je, je crois que c'était en 2000, c'est-à-dire la gestion des finances publiques. Le contrôle qui a été fait remontait à 2000 ou 2001. Oh, moi, je suis venu en 2006. Je vous jure. Donc, il fallait rattraper le retard. Les partenaires, il faut rattraper, on veut savoir ce qui a été fait. On est aujourd'hui en 2011. Hein? C'est-à-dire la Chambre des comptes, que je félicite, a travaillé pour aujourd'hui auditer pratiquement les comptes, arrêter les comptes, disons, de 2011. Or, nous sommes en 2013. Mais si nous avons une structure indépendante, des professionnels qui respectent la morale, l'éthique, qui n'a peur de personne, je peux vous dire, peuple béninois, voici comment votre argent est utilisé. Ainsi, vous aurez une idée de la qualité de ceux qui vous dirigent. Nous sommes aujourd'hui, sur 8 pays, nous sommes le dernier, sauf le Mali. On sait que le Mali a eu des difficultés. Et les présidents qui ont présidé la conférence des chefs d'État de ces 8 pays écrivent toujours au Bénin pour dire pourquoi jusqu'ici vous n'êtes pas arrivé à faire ça. Parce qu'on n'a pas fait ça. Nous avons perdu déjà près de 120 milliards. Parce que certains pays ont dit, puisque vous n'avez pas fait, nous on ne peut plus vous aider. Mais 120 milliards, c'est de l'eau à boire pour vous, mes chers parents. C'est les routes pour vous. C'est l'électricité gratuite pour vous. C'est la santé gratuite pour vous. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire ça là? C'est le premier point, ça. Le deuxième point, c'est ce que j'ai appelé la stabilité, la paix de nos élections. C'est une structure qui sera aussi reconnue, par notre Constitution, qui sera une institution de notre Constitution. Puisque notre Constitution, c'est notre loi fondamentale qui est supposée être respectée. Et cette Sénat va travailler sur 365 jours sur 365 jours. Si elle a été mise en place pour un mandat de 10 ans, par exemple, c'est un exemple que je donne, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis sur le papier. Si c'est de 10 ans, par exemple, elle travaille 365 jours sur 365 jours, elle ajuste, elle affine, mais quelqu'un qui travaille, qui fait le même travail pendant 10 ans, 365 jours sur 365 jours, mais va voir quand même les difficultés éventuelles, comment techniquement les choses peuvent se faire pour amener le calme, comment réduire les dépenses et avoir du respect pour que toutes nos élections se fassent dans la transparence, sans la bagarre, sans les contestations. Aujourd'hui, tel que nous faisons ça, chaque fois qu'il y a élection, c'est des milliards qu'on demande aux contribuables. Alors que si c'est la même personne, la même structure qui fait ça, elle va capitaliser ce qu'elle a fait hier. Et ça va réduire de plus en plus l'argent que nous demandons aujourd'hui à nos compatriotes.